Le silence, dans la boue des tranchées de Verdun, n'était pas l'absence de bruit, c'était la cessation de l'humanité. C'était l'horreur des cris de guerre, des obus qui déchiraient le ciel, des rats qui fouillaient les cadavres et le murmure constant de la terre qui tremblait sous un bombardement perpétuel. Louis, un soldat de 25 ans, avait appris à décoder ce silence. Chaque pause inattendue dans la cacophonie de la guerre était une menace, un silence qui précédait le tonnerre d'une nouvelle offensive. Il avait perdu le compte du nombre de jours, de semaines qu'il passait là, son corps émacié et ses épaules courbées sous le poids de la fatigue et d'un lourd fardeau d'âme. Il était devenu une ombre parmi les ombres, un fantôme vivant, et il le savait. Il n'était qu'une autre silhouette floue dans la grisaille du front occidental, au milieu d'une guerre qui n'avait de sens que pour ceux qui ne la combattaient pas. La tranchée était un abattoir à ciel ouvert. L'air stagnant, lourd et épais était une puanteur nauséabonde de décomposition, de moisie, d'excréments et de cordite. Ce mélange de mort et de misère s'accrochait à ses vêtements, à sa peau et même à son âme, un parfum qui le suivrait pour toujours. Ses mains étaient engourdies par le froid et la terre, ses pieds constamment humides et glacés dans la boue qui les aspirait à chaque pas, un fardeau physique qui s'ajoutait au poids mental. La vision était une toile de destruction, des fils barbelés tordus comme des membres mutilés, des cratères d'obus remplis d'une eau loire et visqueuse, et l'omniprésence des corps, des débris humains qui s'étaient mêlés à la terre et aux décombres. Les yeux de Louis, d'un bleu autrefois clair, reflétaient maintenant un gris terne, le même que le ciel brumeux au-dessus de sa tête. Chaque nuit, c'était la même chose. Le peloton de Louis, blotti dans la boue et le froid, se préparait pour les heures d'obscurité. Le vent portait le son des tirs au loin, un bourdonnement persistant qui s'était incrusté dans son crâne, et la toux sèche et constante des autres soldats. La fatigue de combat était une chose commune. Les hommes n'étaient plus des camarades, ils étaient devenus des créatures solitaires et effrayées, des silhouettes qui perdaient leur sens de l'appartenance à un groupe. Louis sentait qu'il perdait le sien également. Il s'était éloigné d'eux, et eux de lui. Puis, une nuit, un son a traversé l'enfer. C'était un son qui n'avait rien à voir avec le fracas des obus ou le sifflement des balles. C'était un son singulier, aigu et persistant, qui semblait venir de la terre de personne. Un cri désespéré, mais indéniablement humain. Il s'est élevé dans la nuit, et malgré tout le bruit de la guerre, il a capté toute l'attention de Louis. Au début, il a essayé de l'ignorer, le reléguant au statut de délire de guerre ou du cri d'un animal blessé. Mais il s'est répété, la nuit suivante et la suivante encore. C'était toujours le même cri, la même note de désespoir pur, une mélodie dissonante au milieu de la symphonie de mort de la guerre. Il a tenté de le dire à ses camarades, mais ils ont à peine regardé. André, son compagnon de tranchée, a dit d'un ton brusque que c'était probablement un soldat en train de mourir. On l'entend tout le temps, a-t-il affirmé, ajoutant qu'il ne fallait pas s'en préoccuper, que la seule chose qui importait, c'était de rester en vie. Le visage d'André, plus robuste que celui de Louis, était un masque de fatigue et de résignation, ses mains calleuses agrippant une pelle comme si c'était la seule chose stable dans le monde. Pour lui, la terre de personne n'était qu'un cimetière à ciel ouvert, une zone interdite où seule la mort pouvait exister, et rien d'autre. Mais pour lui, ce n'était pas un cri ordinaire. C'était un son qui perçait les défenses que son esprit avait construites pour survivre. C'était la preuve qu'une autre âme était là, dehors dans le no man's land, une âme qui souffrait. Le cri est devenu son unique réalité, sa seule préoccupation. Il a arrêté de manger, de parler, et a passé ses jours et ses nuits dans une sorte de torpeur, le son du cri dans son esprit, obsédé par sa source. Le jeune Jean, à peine 19 ans, a demandé à Louis s'il allait bien, mais Louis se contenta de le regarder de ses yeux vides. La seule réponse qu'il put donner a été un regard qui montrait qu'il était déjà ailleurs, qu'il était mentalement déjà dans le no man's land, à chercher la source de ce cri. Jean, dont le jeune visage était encore plein d'une naïveté qui contrastait douloureusement avec l'enfer dans lequel il se trouvait, a murmuré qu'il espérait que Louis trouverait la paix. Mais Louis n'était pas à la recherche de la paix, il cherchait un sens. Le cri s'est transformé en un appel, en une nécessité viscérale pour Louis. Il a commencé à se sentir de plus en plus éloigné de son peloton, une créature de son propre monde. Il a commencé à se sentir coupable de ne pas agir, de ne pas essayer de comprendre d'où venait ce son.
Le bruit des obus et des tirs lui était devenu insupportable, comme une mélodie d'un autre monde qui ne lui appartenait plus. Il avait l'impression que le cri était la seule vérité au milieu d'un océan de mensonges, la seule preuve que l'humanité n'avait pas encore été complètement effacée de la surface de la Terre. La terre de Kherson, avec sa boue et ses cadavres en décomposition, commençait à l'appeler, à lui murmurer que la réponse à ses questions se trouvait au-delà du fil barbelé, au milieu du chaos. La nuit est tombée, la même nuit que toutes les autres, remplie du froid, de la faim et de la peur. Le cri a retenti de nouveau, plus fort, plus désespéré que jamais. C'était le point de rupture. Louis a serré les poings, sa décision prise. Il ne pouvait pas l'ignorer plus longtemps, il ne pouvait pas vivre avec ce son résonnant dans son âme. Il savait qu'il était en train de sombrer, qu'il perdait pied, mais il savait aussi que l'unique chose qui pouvait le sauver n'était pas la survie, mais la compassion. Il savait que la guerre était une lutte absurde, mais il savait aussi que sa lutte, sa propre bataille intérieure, avait un sens. Et ce sens était le cri. Il a regardé la lueur pâle de la lune qui se reflétait sur le sol humide de la tranchée, ses yeux fixant le point d'où il savait que le son venait. Il a décidé qu'il ne serait plus un fantôme, il ne serait plus une victime. Il allait devenir un homme en mission, même si cette mission soit le suicide. Le cri l'appelait et il allait répondre. Il allait se traîner hors de la tranchée. Il le devait, il le devait, il le devait à l'humanité. Le cri était devenu la seule réalité de Louis. Jour après jour, il s'était transformé en un murmure persistant dans son esprit, une obsession qui le rongeait de l'intérieur. Il n'était pas un son qui venait de l'extérieur, c'était une douleur qui venait de l'intérieur, un reflet de la sienne, une chose si absurde et solitaire que personne dans son peloton ne pouvait la comprendre. Il était le seul à l'entendre aussi clairement, à le sentir aussi profondément, et cette solitude l'avait éloigné de ses camarades. Le caporal André, qui avait vu plus d'horreur que la plupart des hommes, a tenté d'avertir Louis. André a dit qu'il devait se préparer à se défendre parce que c'était la seule chose qui importait pour la survie. Il a dit que le No Man's Land n'était qu'un cimetière et qu'il ne fallait pas s'en soucier car il ne restait que de la mort. Sa voix était pragmatique et dénuée d'émotion, le ton de quelqu'un qui avait déjà tout perdu. Le jeune Jean, quant à lui, le regardait avec une peur et une inquiétude que Louis n'avait jamais vues en lui. Jean, qui avait l'innocence de la jeunesse sur son visage, a dit à Louis qu'il craignait pour lui, car il avait l'impression que le cri n'était que le début de la fin pour Louis. Louis a juste secoué la tête et a continué de regarder le No Man's Land avec un regard perdu. Il était assailli par des flashbacks de sa vie avant la guerre, des images de sa ferme en Bourgogne, des champs de blé dorés qui ondulaient au gré du vent, du son des cloches de l'église le dimanche matin et de l'odeur de la terre labourée. Cette nostalgie, cette contradiction entre son passé simple et la cruauté de son présent était sa torture et, en même temps, son moteur. Le cri était la seule chose qui brisait la monotonie de la guerre et qui lui rappelait qu'il était encore humain. Alors que ses camarades se contentaient de la routine, de la faim, du froid et de la peur, Louis ne pensait qu'au cri. Il l'entendait dans chaque souffle, dans chaque coup de canon. Il a essayé de se boucher les oreilles, mais il savait qu'il était déjà à l'intérieur, dans son esprit. La seule façon de le faire taire était d'en trouver la source. Il est resté assis dans la tranchée, le corps gelé, l'esprit en ébullition. Il savait que ce qu'il allait faire était un acte de rébellion morale. Il n'avait pas peur d'un soldat allemand, il avait peur de perdre sa foi en l'humanité, et le cri était la seule chose qui lui restait. Il se sentait coupable de ne rien faire, de ne pas aller aider, et cette culpabilité le rongeait plus profondément que la faim et la fatigue. Il savait que c'était une mission suicidaire, mais cela ne faisait qu'augmenter sa détermination. Il ne pouvait pas se cacher derrière les ordres, derrière la logique de la guerre, il devait agir. Alors que la nuit tombait, une lune pâle est apparue, comme une veilleuse dans le ciel. Elle a projeté des ombres grotesques sur la terre déformée et le fil barbelé. Le cri a retenti de nouveau, plus fort, plus désespéré que jamais. Un son qui semblait lui être destiné, un appel à l'aide qui brisait le silence de l'âme. Louis a pris sa décision finale. Il allait quitter la tranchée. Il n'a rien dit à André ou à Jean. Il a juste levé ses yeux ternes et les a regardés, l'un après l'autre. Jean a répondu par un regard de désespoir et de peur, comme s'il savait que c'était la dernière fois qu'il voyait son ami. André a juste levé les yeux au ciel et a marmonné qu'il était fou. Le cœur de Louis battait fort dans sa poitrine, un rythme violent dans le calme de la nuit.
Il a laissé sa mitraillette dans le coin et a pris une pelle, en se disant que c'était la seule chose dont il avait besoin. Il s'est mis à genoux dans la boue et a commencé à se traîner lentement vers le haut, vers le No Man's Land. Chaque centimètre était une épreuve. Le poids de son corps, la texture de la boue froide sur ses mains et le son de sa propre respiration. La peur le hantait. Pas la peur de mourir, mais la peur de ne pas trouver ce qu'il cherchait. La peur d'être encore plus seul et de sombrer dans la folie de la guerre. Il a continué à avancer, ses muscles tendus, son esprit concentré sur un seul objectif, le cri. Il est sorti de la tranchée et a commencé à ramper sur la terre de personne, le sol glissant sous ses mains. Il a levé la tête et a vu l'immensité de la destruction, les corps qui pourrissaient, les trous d'obus comme des cicatrices sur la terre et l'odeur de la mort. Un frisson a parcouru son corps et il a continué d'avancer, avec les yeux fixés sur l'horizon, à l'endroit exact où il savait que le cri avait pris naissance. La lune, comme un projecteur, éclairait le chemin. Il a continué d'avancer lentement, comme s'il était la seule personne vivante dans ce monde de mort. Il était en mission. La peur s'était transformée en courage. Il allait découvrir la vérité, et il allait le faire pour l'humanité. Ramper dans le No Man's Land de Verdun était une épreuve pour Louis. Le silence, qui avait été sa motivation, se révélait un miroir de sa propre solitude. Il s'agrippait à la terre détrempée par la pluie et le sang, une boue visqueuse qui s'infiltrait sous ses ongles et imprégnait ses vêtements. Le poids de la peur, de l'incertitude et de la culpabilité pesait plus lourd que son équipement. Il sentait la présence de la mort tout autour de lui, dans les corps décomposés qui gisaient à quelques centimètres de son visage, et dans l'odeur sucrée et nauséabonde qui s'accrochait à ses poumons. Il a vu des membres arrachés, des visages défigurés et des yeux fixes qui semblaient le juger. C'était la véritable horreur de la guerre, une horreur qui ne venait pas du bruit des balles, mais du silence des morts. Le fil barbelé, entremêlé et rouillé, était comme une toile d'araignée métallique prête à l'attraper. Il a senti ses doigts s'écorcher et sa peau se déchirer, mais il a continué d'avancer, car il savait que le cri était quelque part là-bas, une lumière au milieu de l'obscurité. Soudain, le cri a retenti de nouveau, mais cette fois-ci, il semblait plus proche, plus clair. C'était un son d'une douleur pure, d'une âme qui souffrait. Louis a levé la tête, les yeux balayant l'obscurité, et a vu une silhouette qui se déplaçait dans le noir. C'était une ombre, une chose qui rampait dans la boue, comme lui. Il a ressenti un mélange de soulagement et de peur, car il savait qu'il n'était pas seul. Il a continué de s'approcher, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce qu'il puisse voir clairement ce que l'ombre était. La chose qui rampait dans la boue n'était pas un homme, c'était une chienne. La chienne, avec ses yeux tristes et son pelage sale, était blessée et emmêlée dans le fil barbelé. Elle gémissait de douleur, et c'est ce gémissement qui avait été le cri. La révélation fut un choc violent pour Louis. Ce qui avait été sa raison de vivre, sa quête de l'humanité, n'était qu'un animal. Il a senti le sol se dérober sous ses pieds. La guerre, avec son horreur et sa misère, avait réduit son idéal à un simple chien. Mais au lieu de la déception et du désespoir, Louis a ressenti de l'empathie. L'empathie était la dernière chose qui restait en lui, le dernier vestige d'une âme humaine dans un monde qui n'était plus humain. Il a regardé la chienne et a vu en elle un reflet de lui-même, une créature blessée et solitaire qui essayait de survivre dans un monde qui ne voulait que la mort. Il a vu la douleur dans ses yeux et il a senti la sienne en même temps. Louis a décidé de l'aider. Il a pris sa pelle et a commencé à creuser la terre autour du fil barbelé. Il a senti le froid et le métal de la pelle sur ses mains, la force brute qui lui restait dans son corps. Il a continué de creuser, chaque coup de pelle étant un acte de rébellion contre la guerre. Il était fatigué, mais il a continué, parce qu'il devait le faire. Il devait sauver cet animal, il le devait à lui-même. Il a libéré la chienne et l'a portée dans ses bras. Elle était légère, émaciée et sentait la mort. Louis l'a sentie trembler dans ses bras, une petite boule de peur et d'incertitude. Il a regardé le No Man's Land et a senti le regard des morts sur lui. Il a senti la présence de ses camarades et il a senti la peur. Mais il ne s'est pas arrêté. Il est retourné vers sa tranchée, avec la chienne dans ses bras, la seule chose qui lui restait de son voyage.
Il a rampé de nouveau dans la tranchée, le corps endolori, les muscles brûlants et son cœur brisé par la douleur de sa propre âme et par le fardeau de la chienne. Il a regardé le No Man's Land et a senti le regard des morts sur lui. Il a senti la présence de ses camarades et il a senti la peur. Mais il ne s'est pas arrêté. Il est retourné vers sa tranchée, avec la chienne dans ses bras, la seule chose qui lui restait de son voyage. Il a rampé de nouveau dans la tranchée, le corps endolori, les muscles brûlants et son cœur brisé par la douleur de sa propre âme et par le fardeau de la chienne. Il a senti la présence des autres, mais il ne les a pas regardés. Il a juste regardé la chienne dans ses bras, cette créature qu'il avait appelée à l'aide, cette créature qui avait ravivé l'espoir dans son âme. Il a compris que la chienne n'était pas la fin de son voyage, elle n'était qu'un symbole de ce qui restait de l'humanité. Il a rampé dans la tranchée, avec le poids de la culpabilité sur ses épaules. Il avait échoué à se sauver, mais il avait sauvé l'animal. Il a senti la culpabilité d'avoir abandonné les autres, d'avoir été un lâche. Il n'était qu'un soldat et il avait un devoir, mais il avait failli. La chienne était son seul réconfort. Elle était la seule chose qui le reliait encore à la vie et il savait qu'il devait la protéger. Il a souri, un sourire triste et amer, et a senti le début de la fin. De retour dans la tranchée, Louis portait un double fardeau. Le poids physique de la chienne, légère et tremblante dans ses bras, et le poids moral d'une vérité qu'il ne pouvait partager. L'horreur qu'il avait vue, la douleur d'un animal blessé, était une tragédie plus profonde et absurde que les champs de bataille. Il avait trouvé la source de ce son, et il ne s'agissait pas de l'humanité, mais d'une innocente créature. Cette découverte l'avait transformé à jamais. Il n'était plus un fantôme vivant, il était un homme avec une mission. Sa mission n'était pas de se battre, mais de protéger la chienne, de l'aider à survivre, de la défendre de la mort qui régnait autour d'eux. Il était le seul à l'avoir entendue, il était le seul à avoir eu le courage d'aller la chercher. Et maintenant, il était le seul à pouvoir la protéger. Le retour à la tranchée a été un choc. Les hommes l'ont regardé, ses vêtements couverts de boue et de sang, le regard perdu dans ses yeux. Il ne comprenait pas. André a secoué la tête et a marmonné qu'il était fou. Jean, quant à lui, le regardait avec peur, ses yeux reflétant l'inquiétude qu'il avait pour Louis. Louis n'a rien dit. Il a juste serré la chienne dans ses bras et la posée au sol. Elle a tremblé et s'est blottie près de lui, cherchant un refuge. Louis a posé sa main sur sa tête, une caresse qui n'était plus un luxe, mais un besoin. C'était la seule chose qui le reliait encore à la vie. Il a partagé sa ration de nourriture avec la chienne, une action qui a provoqué des regards de pitié et de dédain de la part de ses camarades. La guerre, avec son horreur et sa cruauté, avait effacé la compassion de leur âme. Ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas voir la beauté dans la douleur, ils ne pouvaient voir que la mort. Mais Louis a continué de la protéger. Il l'a nourrie, la gardait au chaud, l'a défendue des rats qui rampaient partout. Il a dormi avec elle dans ses bras, le corps tendu, l'esprit alerte. Il a senti la chaleur de son corps contre le sien, la douceur de son poil, et l'a senti respirer. C'était un réconfort simple, mais suffisant pour lui. Il a commencé à se sentir plus fort, plus résistant. Il a retrouvé le goût de la vie, le sens de l'existence. Il a retrouvé sa foi en l'humanité. Mais cette foi a été mise à l'épreuve. L'ennemi a lancé un nouvel assaut, des obus qui explosaient dans le No Man's Land, des balles qui sifflaient dans l'air. C'était la guerre dans toute son horreur. Jean, le jeune et innocent Jean, a été l'un des premiers à avancer. Louis la regardait, le cœur battant à tout rompre. Il a senti le sol trembler, le son des obus qui se déplaçaient dans l'air, et a entendu le sifflement de la mort qui s'approchait. Il a voulu l'arrêter, il a voulu le sauver. Mais il était trop tard. Jean a été frappé par une balle et est tombé. Louis a couru vers lui, le cœur brisé. Il l'a vu sur le sol, les yeux vides, le corps sans vie. Louis a crié, un cri d'horreur et de douleur, un cri qui a percé le silence de la guerre. Il a pris le corps de Jean dans ses bras et a senti la froideur de sa peau, l'absence de vie. Il a senti la boue et le sang sur son corps, la puanteur de la mort. Il a pleuré, des larmes de douleur et de culpabilité. Il avait essayé de sauver la chienne, mais il n'avait pas pu sauver son ami. Il avait échoué. La chienne était son seul réconfort, la seule chose qui lui restait. Il l'a serrée dans ses bras et a senti la chaleur de son corps, la douceur de son poil.
C'était son dernier fardeau, sa dernière mission. La mort de Jean a été le coup de grâce pour Louis. Il a senti son âme se briser, son esprit se perdre. Il n'était plus un homme, il était une créature de la guerre, un fantôme vivant, et il savait qu'il était à l'aube de son destin. La chaîne était son seul espoir, son seul réconfort, et il allait la protéger. Mais il savait qu'il allait bientôt mourir, et qu'il allait être le dernier à tomber. Il était un homme qui avait échoué, et il devait payer pour ses erreurs. La guerre, avec son horreur et sa cruauté, n'allait pas lui pardonner. La mort de Jean fut le coup de grâce. Pour lui, elle n'était pas un accident, mais une conséquence directe de l'absurdité de la guerre, une horreur qui ne laissait rien d'innocent. Il avait sauvé la chienne, mais il n'avait pas pu sauver son ami, le jeune homme qui avait encore l'idéalisme de la jeunesse dans ses yeux. La culpabilité le rongeait. C'était un sentiment plus profond que le froid de la tranchée, plus amer que la faim, plus pesant que la fatigue. Il s'était senti comme un lâche, et cette sensation l'a poussé à prendre la décision qui scellerait son destin. Il allait faire un dernier acte de rébellion, non pas contre la guerre, mais contre le silence des morts. Il allait montrer qu'il y avait encore de l'humanité dans l'horreur, et que son sacrifice aurait un sens. Cette nuit-là, le silence est tombé sur la tranchée. Le bombardement s'est arrêté et les fusils se sont tus. C'était un silence lourd, un silence qui annonçait le début de la fin. Louis a regardé la chienne qui dormait dans ses bras, une petite boule de chaleur et de vie dans un monde de mort. Il a caressé sa tête, sentant la douceur de son poil. C'était un adieu silencieux, un dernier acte de tendresse. Il a souri, un sourire amer et triste. Il a senti le sol trembler, le son d'une nouvelle offensive qui se préparait. Il a su que le moment était venu. Il a décidé de quitter la tranchée, de se battre pour un sens, même si la mort l'attendait au bout du chemin. Il a rampé de nouveau dans le no man's land, le corps engourdi par le froid et la fatigue. Il a senti la boue sur ses mains, l'odeur de la mort et de la décomposition qui s'accrochait à ses poumons. Il a vu les corps des morts, les yeux fixes et vides. Il a rampé lentement, chaque centimètre étant une victoire. Il était une créature solitaire, une silhouette floue dans la grisaille du front, qui cherchait une dernière fois à trouver sa place dans le monde. Il a senti le poids de la culpabilité sur ses épaules, le poids de la mort de Jean et le poids de sa propre solitude. Il a continué d'avancer, avec les yeux fixés sur un point qu'il était le seul à pouvoir voir. La mort a trouvé Louis dans un éclat de lumière et de son. Le son était une cacophonie de fer et de feu, une symphonie de guerre. Il a senti le sol trembler, le son des obus qui se rapprochaient, et a entendu le sifflement de la mort. Une explosion a retenti, un son si fort qu'il a senti son corps se briser. C'était une fin rapide et brutale, un coup de tonnerre qui a mis fin à son histoire. Il a senti la chaleur de son sang qui coulait, le goût métallique sur sa langue et le froid de la mort qui s'installait. Il a vu la lumière, une lumière qui n'était pas une explosion, mais une image de son passé. Une image de sa maison en Bourgogne, de sa famille qui riait. Le son des rires s'est fondu dans le son de l'explosion. Louis a souri, un sourire de paix et de soulagement. Il était mort. Mais il était mort en homme, et il avait trouvé un sens à sa vie. Son dernier souffle fut une pensée. Il a pensé à la chienne, à cette créature qui avait ravivé l'espoir dans son âme. Il a pensé à Jean, à l'innocence qu'il avait perdue. Il a pensé à André, à la résignation qu'il portait dans son cœur. Et il a pensé au cri, ce cri qui avait été le début de sa fin et le début de sa rédemption. Il a compris que le cri n'était pas un simple son. C'était l'écho silencieux de la guerre, une mélodie de mort et de misère qui résonnait dans l'âme de tous ceux qui avaient perdu quelque chose. Louis était une de ces personnes, et son sacrifice était son dernier cri, son dernier écho. Son corps est resté dans la boue, l'un des nombreux qui s'étaient mêlés à la terre. Le silence est revenu, un silence profond et lourd, le silence des morts. Mais le cri de la chienne a continué de résonner, et cet écho est resté, une preuve de sa compassion et de son sacrifice.